quand s'ouvrent les années 60, la paix des clochers, l'ordre des champs, la civilisation paysanne qu'on avait cru immuable vivent leurs derniers moments. La France garde encore un bout du sabot dans le passé. Elle vit sur les derniers reliefs de l'héritage catholique, familial, frugal, rural. Le temps d'un soupir et l'adieu des Français à leur famille des campagnes sera définitif. Engagée dans les années 50, cette rupture qui nous coupe à jamais du passé emporte la France dans la mue la plus rapide et la plus lourde de conséquences de son histoire. Adieu, coquelicot. C'est aussi le temps de l'abondance. Les millions d'enfants du baby-boom remplissent les écoles, les lycées, bientôt les universités. Leurs parents achètent à foison des voitures, encombrent des routes tout juste ouvertes. Ils découvrent le temps des loisirs et du superflu. Plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. On incline à montrer qu'on vit bien, mais discrètement. À l'image du bikini dont l'économie de tissu révèle ce que l'on veut cacher. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Son petit itsy bitsy tea, Winnie Pooh, petit. Sur la lancée des 30 Glorieuses, la France s'est refait du muscle. C'est le temps du bien vivre. Pas encore du vivre sans entrave. Le corsetage va craquer, mais pas tout de suite. Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain, car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner ses voisins. En ce temps-là, seuls 2 Français sont connus dans le monde entier, De Gaulle et Bardon. Il se répétait que la seconde était l'œuvre de Dieu. À regarder de près, la chose ne semblait pas excessive. De Gaulle avait poussé dehors d'une chiquenaude une 4e république déconsidérée que les Français avaient vu disparaître sans regret. Des clés traînaient sur le paillasson de l'Élysée, il les avait ramassées. Il n'aimait pas ce palais, car, disait-il, on ne faisait pas l'histoire dans le 8e arrondissement. Quitte à en prendre possession, que ce soit au moins sur un alexandrin. Il n'était en effet pas mauvais que les Français sussent que la République changeait de style. Depuis qu'à Paris, voici bientôt 1000 ans, la France prit son nom et l'État sa fonction. Les Français aspiraient à être gouvernés à l'imparfait du subjonctif. Ils allaient être servis. Les blessures et les déchirements. La République avait changé de chiffre. Elle avait aussi changé de monnaie. Le franc de tous les jours devenait à la fois lourd et nouveau. Nouveau, c'était simple. Il suffisait de diviser par 100. C'était compter sans certain scepticisme gaulois. Oui, bah vous irez faire les calculs à ce régime-là. Il y a beaucoup qui vont s'y perdre. Lourd, ça devenait plus complexe. Une pièce de 1 franc par 100 francs, si je comprends bien. Il y a pas longtemps, j'ai quitté l'école. Au fond, à quoi ça servait? Quel avantage qu'il puisse y avoir? Je me le demande. Pour moi, c'est une astuce pour moi. De toute façon, ça ne marcherait pas. Oh, il y aura beaucoup moins d'argent dans les poches, c'est tout. De Gaulle veut la France au superlatif. Rien n'est trop beau pour elle. Sa modernisation, il l'impose au rythme de ses larges enjambées. L'intendance suivra, se justifie-t-il dans son langage militaire, et tant pis pour ceux qui ont perdu le rythme ou n'attrapent pas la cadence en ces temps qui ignorent le chômage de masse. Tout voir de haut. Tout voir en grand. Les ponts se lancent, les autoroutes commencent à rapprocher la province de Paris.
7 h du matin, 13 février 1960. La première bombe A française explose à Regan, au Sahara. C'est l'opération Gerboise bleue. Hurrah pour la France! Depuis ce matin, elle est plus forte et plus fière, lance De Gaulle à son ministre des Armées. Le chef de l'État brandit sa bombe comme symbole du retour de la France dans la cour des grands. Le champignon, qui s'était élevé dans le ciel du Sahara, plaçait désormais la France au rang de puissance nucléaire. Pour le général, les choses sont simples. Pas d'indépendance nationale sans maîtrise totale de l'arme suprême. Symbole, symbole. Le chef de l'État va jusqu'à faire ravaler les façades encrassées des immeubles de la capitale, synonyme du passé sombre laissé en héritage. Au passif de la succession, il y avait aussi et surtout l'Algérie. De Gaulle était revenu au pouvoir sur les épaules des militaires, en leur laissant croire qu'il acceptait de se mettre au service de l'Algérie française. Une cause à laquelle il ne croyait pas. Je vous ai compris. Algérie, le gros souci. Le magazine télévisé 5 colonnes à la une lui avait consacré son premier numéro. Alors ce soir, à l'occasion du Nouvel An, 5 colonnes à la une a voulu offrir un cadeau à la famille Robert et à travers elle à toutes les familles de France dont des êtres chers se battent en Algérie. Comme les Robert dans leur ferme près de Cavaillon, des dizaines de milliers de familles ont un fils en Algérie. 500 000. Ils sont 500 000 appelés dans le Djebel à traquer les nationalistes algériens, à risquer de tomber dans des embuscades. Chaque jour, on rapatrie blessés et cercueils. La France est embourbée depuis bientôt 5 ans dans une guerre baptisée « Événement », faute d'oser dire son nom. Pour ou contre la fin de la présence française en Algérie, l'opinion publique n'a pas encore choisi son camp. Une époque se caractérise par ceux qui la quittent. La voiture où se trouvait Albert Camus percute un arbre. Une vie rectiligne disparaît dans une embardée. Prix Nobel de littérature, homme de gauche, l'Algérie où vivait sa mère le déchirait. Sommé de prendre parti en faveur des nationalistes algériens, il avait répondu qu'il ne croyait pas à la justice avec des bombes dans les lieux publics. Et qu'à choisir entre sa mère et la justice, il choisirait sa mère. L'intelligentsia de gauche lui avait signifié son désaccord. Elle soutient, elle, les nationalistes du FLN. Une centaine d'intellectuels publient une déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, incitant les soldats du contingent à refuser de prendre les armes. Parmi les signataires, Sartre, Signoret, Duras, Beauvoir. Le ministre de l'Intérieur veut poursuivre Sartre. De Gaulle, on ne met pas Voltaire en prison. Alger, janvier 60. Des rafales de fusils mitrailleurs crépitent. Les forces de l'ordre ripostent, bilan 22 morts dont 14 gendarmes. C'est le début d'une autre guerre, franco-française cette fois, qui oppose les pieds noirs et une partie de l'armée de métier à De Gaulle. Il reproche au chef de l'État une politique conduisant inéluctablement à l'indépendance algérienne. Nous ne comprenons plus la politique du président De Gaulle, avait déclaré le général Massu, pourtant l'un des artisans de son retour en 58. Massu était allé jusqu'à brandir la menace d'une intervention de l'armée si De Gaulle persistait. Il avait persisté. Certains Français de souche exigent que je renonce à l'autodétermination. Les Algériens diront ce qu'ils veulent être. Cela ne leur sera pas dicté. Un an plus tard, De Gaulle consulte les Français par référendum. Au soir du 8 janvier 61, les dés sont jetés.
Avec 75% des suffrages, ils approuvent son projet de loi conduisant à l'autodétermination des populations algériennes. Mais c'est surtout un oui à la paix. Vous avez une opinion, madame, à ce sujet? Oh mon Dieu. Mais pourquoi? Il ne manquait plus que ça, alors. Mais non, il ne manque pas plus que J'ai ça. voté oui, j'ai voté pour la paix. Moi, ce que je demande, c'est la paix, c'est tout. Et tout, parce que je pars au régiment dans un an. Aussi bien pour moi que pour les autres, d'ailleurs, c'est la paix que je demande. Mais la paix n'est pas encore exactement à l'ordre du jour. Les appelés supportent de moins en moins d'être exposés dans un conflit dont ils ne perçoivent pas l'issue. Ils sont las de cette guerre, qui leur paraît de plus en plus injustifiée, et dont ils reviennent souvent traumatisés. J'ai du mal un peu à me réadapter, tout ça. J'ai du mal à me... Pourquoi? Parce que je reviens d'Algérie, quoi. J'ai été récemment libéré. Une fois qu'on a fini l'armée, on a besoin de se libérer un bon coup, pour de bon, quoi. De vous libérer de quoi? Parce que, enfin, l'armée, quoi, vous ignorez pas qu'on est tenu, quoi, un peu. Alors on a besoin je sais pas moi, de sortir à toute heure. D'être libre? Oui, d'être libre surtout, oui. Pas tout le temps avoir quelqu'un derrière vous qui vous dise à telle heure faut être rentré. On a besoin de bouger, quoi. Cette guerre, comme toutes les guerres, est un moment de forte remise en cause sociale, de bouleversement des mœurs et des mentalités. Le rapport à l'autorité se voit contesté. Les prémices d'un grand défoulement collectif se mettent en place. Du sport parisien à l'heure du rock'n'roll, ça c'est du sport. La valse des bâtons blancs pourrait bien en définitive prendre le pas sur le monde. Bilan de ce petit festival, 2 millions de dégâts, quelques bosses, des yeux au beurre noir et un cimetière de chaises cassées. Bref, du grand art. Les mains tendues, tu réclames ta liberté. À ton père qui ne peut pas et ne veut pas comprendre. La France a pris un coup de jeune. Au début de la décennie, presque un Français sur 3 a moins de 20 ans. Mutins et mutants, ils perçoivent le modèle familial qui effectivement se délite comme archaïque. Vous restez jamais avec vos parents le soir? Oh, c'est pas intéressant, ça décroule loin. Là, on s'accorde pas, c'est pas pareil, on n'a pas les mêmes idées alors. Par exemple, qu'est-ce que tu as comme idée que n'a pas ton père? Bah, je sais pas, moi, quand je lui dis j'aurais bien passé mon permis, un truc comme ça, il me dit non, t'es encore trop jeune, moi à ton âge, j'avais pas de voiture, je faisais la guerre, des trucs comme ça alors. Les adolescents des années 60 sont les enfants du baby-boom et de l'éducation permissive. Avant eux, aucune génération n'aura été contemporaine d'une métamorphose aussi rapide. Hitler connaît pas, répond au cinéaste Bertrand Blier dans un film documentaire des lycéens et de jeunes ouvriers. Hitler ne vient rien faire dans le film, c'est uniquement un symbole. C'est le symbole de la génération d'après-guerre. Qui, elle, ne sait même pas ce que c'est. Qui n'a pas connu la guerre, qui connaît le passé, mais qui, je crois, en grande majorité, fait une croix sur le passé. Volonté d'échapper au poids de l'histoire, les baby-boomers sont dans l'instant. Au contraire de De Gaulle, qui, lui, ne s'envisage que dans une perspective historique. La présence à mes côtés de cet ami génial, dira-t-il de Malraux, me donne l'impression que je suis couvert du terre-à-terre. Il avait inventé pour lui un ministère des Affaires culturelles chargé d'enchanter les Français en leur rendant accessibles les œuvres capitales de l'humanité. C'était poursuivre un rêve. Le malentendu se dessine entre De Gaulle et la jeunesse, car elle, c'était au rock qu'elle demandait de réenchanter le monde. Nous vous invitons à suivre cette jeunesse en plein cœur de Paris, au club du Golf Drouot. Nous avons pu installer nos caméras en essayant de ne pas trahir cette ambiance âge tendre et tête de bois. Pour te dire je t'aime, pour vivre à tes genoux, te lire des poèmes, il faut bien être en fou, mais moi je sais quand même que pour toujours je t'aime, je t'adore malgré tous tes défauts, je t'aime trop, t'aime trop, t'aime trop. Les années 60 ont leur propre coloration musicale qui donne le ton et le rythme à une génération palimpseste dans un monde qui disparaît. Ses prédécesseurs sont les Croulants qui étaient tango et valse, quand elle est rock et twist. Regarde un peu ce beau garçon, je voudrais bien connaître son nom. Est-ce que tu le sais?
elle a ses figures tutélaires qui s'inventent des origines américaines. Pourquoi s'appelle-t-il Johnny Hallyday? Il s'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. C'est tout simple, il fallait y penser. Ma mère me dit régulièrement, tu n'as fait rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller traîner. Laisse les filles en... Oui. Autant que la nouvelle sonorité des guitares électriques, cette jeunesse invente ses rituels, son propre langage et, il faut bien le dire, sa propre mièvrerie. Oui, laisse-toi aimer des filles. Il est arrivé. Où est-il? Il est là, le téléviseur Radiola. Il est là, chez vous, avec son grand écran de 59 cm. Et si vous manquez de place, le plein écran 48 cm. Folle du logis et étrange lucarne pour les uns, lanterne magique qui invite au spectacle du monde et intruse du foyer pour les autres, la télévision s'est définitivement installée dans la maison. 10 ans auparavant, ne pas avoir son poste chez soi était la norme. Désormais, il trône dans le salon et jusqu'à dans les chambres à coucher. Nous la regardons de notre chambre à coucher, puisque nous l'avons installée dans notre chambre, et c'est très sympathique, nous nous couchons et nous avons le plaisir d'être au spectacle en même temps. Mais le travail s'en ressent trop, on se couche tard, sans avoir rien fait. Sur les scènes des discussions, très souvent. Et avec ma fille qui a 16 ans, qui veut tout savoir et qui ne comprend pas grand-chose, qui s'imagine tout un tas de trucs, quand on veut couper, encore des discussions sur un autre ordre. Alors vous savez, je suis fâchée avec la télévision, moi je dirais. C'était la première fois, alors on s'en souvient forcément. La presse avait prévenu, cette soirée de janvier 61 serait mémorable. On allait voir ce qu'on allait voir. On avait vu. Sur le coup de 22 heures apparurent sur le petit écran les premières fesses de l'histoire de la télévision. C'est bien beau, mon vieux. Informer, cultiver, distraire, c'est la mission assignée par le gouvernement à la RTF, la radio-télévision française. Cultiver. Cette télévision a un style qui emprunte au TNP de Jean Vilar. Un soir, à 20h50, elle n'hésite pas à programmer une tragédie antique, Les Perses d'Échille. Et en plus, il chantait. Elle s'inspire également des valeurs républicaines et laïques de la Troisième République. Les fictions sont réalisées dans les studios des Buttes-Chaumont, pépinière de réalisateurs souvent engagés à gauche. Ils inventent une création télévisuelle nourrie des moments et des personnages fondateurs de l'histoire nationale. Cultiver, mais aussi distraire. On regarde en famille La Piste aux étoiles, Interville, Le Manège enchanté. Ici, le général Chang qui vous parle. Je suis à Alger avec les généraux Zeller et Jouot et en liaison avec le général Chaland pour tenir notre serment, le serment de l'armée de garder l'Algérie. Dans la nuit du 21 avril, le 1er régiment étranger de parachutistes s'empare du gouvernement général, de l'hôtel de ville et de l'aéroport. C'est un putsch dans la pure tradition sud-américaine. En 3 heures, Alger tombe aux mains des généraux Salan, Jouot, Chal et Zeller. À 20 heures, revêtu de l'uniforme des grandes heures, Jupiter tonne à la télévision. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres. Françaises, Français, aidez-moi. Une rumeur se répand. Les parachutistes vont sauter sur Paris. L'état d'urgence est décrété. La capitale est mise en état de siège. Michel Debré, le Premier ministre, s'adresse en pleine nuit aux Parisiens. Dès que les sirènes retentiront, allez-y,
à pied ou en voiture, convaincre des soldats trompés de leur lourde erreur et que chacun se sente une part de la nation. Tous derrière De Gaulle. Partis politiques, syndicats, organisations appellent à manifester. Intoxication ou fantasme, aucun parachutiste ne sautera sur la capitale, ni ailleurs du reste. L'armée n'avait pas basculé. L'oreille collée à leur transistor, les appelés du contingent stationné en Algérie avaient entendu le message de De Gaulle. Et dès cet instant, les généraux avaient échoué. Arrêtés et jugés un an plus tard, traduits devant des tribunaux spéciaux, Salan et les autres putschistes échapperont à la mort à la grande colère de De Gaulle. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main. L'orée des années 60 voit naître un phénomène qui va profondément marquer la décennie. L'invention de l'adolescence en tant que classe sociale. Elle est la première génération à n'avoir connu que les 30 Glorieuses. Sa montée en graine est directement corrélée au taux de croissance. Elle profite sans complexe de l'enrichissement général. Elle est consommatrice avant d'être productrice, dépensière avant d'être électrice. Première à bénéficier d'un argent de poche, elle consomme du concert, du transistor, du 33 tours, du Tépaz et de la guitare électrique. Le commerce des guitares est en plein essor. On en a vendu en un an autant qu'il s'est vendu de voitures. La guitare, entendez celle qui fait du bruit, la guitare électrique. Et on l'a choisie comme sa cravate devant une glace. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. À proportion de la religion qui disparaît, naît le culte des idoles copains auxquels on s'identifie si bien, si fort que cette identification devient un style de vie avec son langage, ses codes. Et bombe à retardement encore dissimulé le rejet radical des modèles adultes. Combien tout seul je suis. 20 à 30 000. Ils sont 20 000 à 30 000 Algériens de Paris à protester contre l'instauration d'un couvre-feu s'appliquant à eux seuls. Le préfet Maurice Papon avait arrêté cette mesure en réponse à des attentats FLN qui avaient pris les commissariats pour cible et causé la mort de 22 policiers. Pour un coup reçu, nous en porterons 10. Des manifestants sont jetés dans la Seine, d'autres dans le canal de l'Ourcq, certains retrouvés pendus. 30 morts selon les uns, 300 selon les autres. Aujourd'hui, c'est encore l'impossible bilan. De son côté, l'OAS, bras armé des tenants de l'Algérie française, multiplie assassinats ciblés en Algérie et attentats. Une même journée, 10 charges de plastique secouent la capitale. En réponse, les organisations de gauche manifestent au métro Charonne. Papon, toujours lui, donne l'ordre de s'y opposer. Bilan, 8 morts, tous membres de la CGT ou du Parti communiste. Paris a fait les funérailles les plus éloquentes. Ce cortège funèbre, qu'on l'évalue à 150 000 ou à 1 million de présence, avait la valeur d'une affirmation solennelle. Il ne faut plus que la paix intérieure soit troublée. Elle le sait bien, tellement bien. Ma nouvelle voiture, elle marche bien, tellement bien. Ma nouvelle voiture, je l'ai reçue ce matin. Je vais la rôder de mon mieux pour qu'elle marche encore mieux. Les années 60 sont les années bagnoles. Principal marqueur social, la voiture devient accessible au plus grand nombre. 2 ouvriers sur 3 sont désormais propriétaires de leur voiture.
Colorée, chromée, clinquante, elle affiche la réussite ou le degré d'ascension sociale de son propriétaire. Entre le début et la fin de la décennie, le parc automobile va doubler. Les constructeurs ne vendent plus des voitures, ils vendent une sensation, la vitesse, et une illusion, l'évasion. On le gobe avec frénésie. La route qui va vers toi. File, cette route-là. Les premières autoroutes dessinent une géographie nouvelle du pays. Après la ville, la voiture commence à manger le paysage. Elle mange aussi les hommes. On a eu beaucoup de morts cette année. L'automobiliste, à partir du moment où il est au volant, c'est fini. D'après moi, il est dans son petit domicile, il fait ce qu'il veut. C'est impossible de lui demander quelque chose après, hein. Dans les années 60, on meurt 6 fois plus sur la route qu'aujourd'hui. À Évian, sous les fenêtres de l'hôtel du Parc, la tempête du lac s'est apaisée. Symbole peut-être. Et tour à tour, Belkacem-Krim et la délégation FLN, Louis Jox et la délégation française se sont encore une fois retrouvés, mais cette fois pour conclure. Dans la soirée du 18 mars 1962, la télévision interrompt ses programmes pour annoncer qu'à Évian, un cessez-le-feu est conclu en Algérie. Cessez-le-feu, vite dit. Sa proclamation marque en Algérie l'apogée de la violence. L'OAS appelle les Européens à manifester. On tire sur l'armée qui réplique. On relève 54 morts. L'épisode de la rue d'Isly traumatise la communauté européenne, désormais certaine d'avoir définitivement perdu la partie. Le 3 juillet 1962, l'Algérie est indépendante après que les Français aient ratifié à 90% par référendum les accords d'Évian. Abandonnés sur place à la vindicte de leurs vainqueurs, plus de 10 000 supplétifs de l'armée française, les harkis, seront tués après le cessez-le-feu. Est-ce que vous croyez que votre vie serait en danger à ce moment-là? Oh, ma vie. Oui. Puisque j'ai servi les drapeaux. Je travaillais sous les drapeaux français. Hein. Pour 900 000 Français d'Algérie, c'est l'exode. Pour n'avoir pas trouvé d'autre allié que le diable extrémiste OAS, ils doivent affronter l'hostilité de la métropole. La gauche, par angélisme anticolonialiste, manquera singulièrement de compassion à leur égard. C'est la paix après 130 ans de colonisation, 8 ans de conflit, 250 000 morts côté algérien, 30 000 côté français et en héritage, une déchirure pour plusieurs générations. Mais pour la première fois depuis 23 ans, la France n'est plus en guerre. On n'avait jamais vu ça. C'était à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne. Plus de 5000 clients s'étaient précipités dans le premier hypermarché français. 2600 mètres carrés, 400 places de parking, une pompe à essence et de grands chariots à roulettes. Important le chariot à roulettes, autrement plus profond que le panier de la ménagère. C'était la première fois qu'un magasin proposait un aussi large assortiment sous le même toit. Produits frais, épicerie, bazar, textile, électroménager. Vous avez l'avantage agréable que vous pouvez repasser impeccablement sans être gêné par le pied. Et pourtant, en matière d'abondance, on n'avait encore rien vu. Appartements spacieux et lumineux, salle de bain, ascenseur, chauffage collectif, vide ordure. Au début, les familles ont trouvé que c'était un progrès. Les intentions étaient bonnes. On avait construit des villes à la campagne pour répondre aux destructions de la guerre, à la poussée démographique, à l'insalubrité des logements urbains.
Emportés par l'ivresse du béton, ceux qui avaient conçu ces ensembles ne les habiteraient jamais. Ils avaient découpé des alvéoles dans des cubes et des barres pour y encastrer des familles. C'est à l'usage qu'on se rendra compte que quelque chose n'allait pas. Ni vraiment ville, ni vraiment campagne, déshumanisé, ce paysage ne conviendrait jamais aux hommes. Seulement, on allait devoir faire avec. Et pour longtemps. Est-ce le goût de tout le monde? Sarcelles est une ville en train de naître. Il ne faut pas trop vite la juger. Et d'ailleurs, là-bas, depuis 3 ans, voyez-vous, la vie s'organise. Sarcelles est un chantier à un bout, mais déjà une ville à l'autre. Et voilà quelques images d'un dimanche. Les joueurs de boules, les promeneurs et les amoureux ont pris le pli. On déambule sur le boulevard comme à Thionville ou à Morlaix. Les enfants s'ennuient le dimanche. En définitive, comme personne ne résout le problème de leur loisir au niveau où ils le souhaitent, les jeunes essaient de les organiser, leurs loisirs, comme ils peuvent, et en l'occurrence, ils les organisent dans la cave. Est-ce que vous pensez qu'on s'occupe suffisamment des loisirs des jeunes dans les grands ensembles? Non, je ne pense pas, non. Non. Je crois que qui essaie de s'arranger quelque chose, autrement je vois que les grandes personnes ne s'en occupent pas, au contraire. « 22 août 1962. De Gaulle, en compagnie de sa femme et de son gendre, avait quitté l'Élysée à 19h45 en direction de Villacoublay, où il devait emprunter un hélicoptère qui le ramènerait à sa résidence de Colombey-les-Deux-Églises. Lorsque son cortège avait abordé le rond-point du Petit Clamart, sa déesse avait été mitraillée. C'est de justesse qu'il avait échappé aux balles d'un commando de l'OAS. Rapidement identifié, le chef des conjurés, le colonel Bastien Thierry, sera fusillé 6 mois après l'attentat. De Gaulle décide de tirer profit de l'émotion suscitée par les menaces qui pèsent sur sa personne pour précipiter par référendum la présidentialisation du régime. Un bouleversement institutionnel qu'il n'avait pu mettre en œuvre tant que pesait l'hypothèque algérienne. Quand sera terminé mon propre septennat, ou si la mort ou la maladie l'interrompait avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Désormais, les Français éliront sans intermédiaire le président de la République. Exit le parlementarisme qui incarnait depuis ses origines l'esprit de la République. Les législatives de novembre 62 voient, à l'exception du PC, la déroute des partis traditionnels et le triomphe de l'UNR, la formation gaulliste qui s'empare de la majorité absolue. L'opinion publique a fait plus confiance au chef de l'État qu'à l'opposition qui accuse De Gaulle de bonapartisme. La gauche, qui avait entamé en 1958 sa longue marche dans l'opposition, devra la poursuivre encore 19 ans pour en toucher le terme. Salut les copains. Salut les copains. La vague yéyé naît avec une toute jeune radio, Europe 1, et une émission quotidienne dont le générique, Salut les copains, sert de ralliement à toute une génération. Le magazine, lui, tire à plus d'1 million d'exemplaires. Mieux que leurs parents, les jeunes ont compris les mécanismes de la société de consommation. Ils sont à la fois le marché et le modèle. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. C'est un signe des temps. Les jeunes se laissent moins que jamais imposer les goûts, les manières de voir, les modes de leurs aînés. Ils les créent eux-mêmes et les diffusent eux-mêmes. Mademoiselle Âge tendre ne fait pas confiance à l'autorité ni à l'expérience, mais aux gens de son âge, à qui elle est capable d'obéir au doigt et à l'œil. T'es plus dans le coup, papa. T'es plus dans le coup, papa. Tu m'avais dit mon enfant. Les yéyés chassent définitivement des radios les espagnolades à la Dario Moreno. Mais le monde n'étant pas parfait, ils relèguent momentanément la chanson à texte des Brel, Brassens, Gainsbourg. T'es plus dans le coup, papa. Je pense que les dents de lait
tombe vite, les dents de sagesse poussent douloureusement. Seulement si ces jeunes gens, ça leur permet, parce qu'il s'agit de pas mal de fric là-dedans, si ça leur permet de s'acheter des tombereaux de sucettes ou même des usines de sucettes, c'est pas mal. Mais ça ne me dérange pas. Je pratique un autre métier, ça c'est la chanson américaine. Chanson américaine sous-titrée. Tu sais que ça te va mal de dire des mots vulgaires? Ça me va mal. Écoute. Trou du cul. Putain. Merde. Nom de Dieu. Piège à con. Bardo. Saloperie. Jean-Luc Godard l'avait voulu à tout prix pour le mépris, mais sans sa coiffure choucroute. Il y eut négociation. Écoutez, non, bri-bri, enfin, ayez confiance en moi, ça. Puis, est-ce que si je marche 15 mètres sur les mains, enfin, disons, est-ce que si je marche sur les mains, est-ce que chaque mètre que je marche sur les mains, est-ce que vous acceptez de baisser d'1 centimètre votre coiffure? J'accepte parce que je sais que vous ne savez pas marcher sur les mains. Et alors, elle m'a dit oui, puis alors, ben voilà, j'ai fait ça. On les fait un peu plus encore. J'enlève ma choucroute. Godard, le boulimique. C'était 3 films par an. Caméra à l'épaule, son direct dans la rue. Il imagine au fur et à mesure les dialogues et improvise sur le tas la direction d'acteurs. Aux oubliettes, certaines tendances du cinéma français, ainsi que Truffaut avait qualifié le cinéma de papa. Godard, Truffaut et leurs complices décaillés, inventifs et désargentés, carnement avides de pellicules, inventent au jour le jour un certain cinéma moderne. Du moins l'affirme-t-il. Bon, allez, on tire les deux autres, ça va. Camille, tu parles jamais assez fort, hein. Le monde a vécu une semaine dramatique. En mission de surveillance au-dessus de Cuba, les avions U-2 américains photographiaient la construction et l'établissement de rampes de lancement de fusées dont l'existence ne pouvait plus passer pour une mesure défensive. Le monde tremble. Les soviétiques veulent installer des missiles nucléaires sur des bases cubaines. Les bateaux qui les transportent sont déjà en mer. Inacceptable pour les Américains qui se mettent en état d'alerte maximum, exigent le démantèlement des bases, organisent le blocus de Cuba. Les États-Unis et l'URSS sont au bord de l'affrontement direct. Les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, dont la France, se saisissent du dossier. On est à l'apogée de la guerre froide. À l'issue de 10 jours de crise, les bateaux soviétiques font demi-tour. Kennedy a remporté son bras de fer. Mais on était passé si près d'une confrontation nucléaire que les 2 grandes puissances prennent conscience de la nécessité d'entamer un dialogue. C'est le début de la détente. Bien que dans le passé, De Gaulle ait rejeté la politique des blocs, dès le début de la crise, il avait choisi son camp, derrière les États-Unis. Mais dans la foulée, manière de pondérer son alignement atlantique, il parfait en grande pompe son grand œuvre européen en scellant d'un traité la réconciliation franco-allemande. Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte parce qu'il ouvre toutes grandes les portes d'un avenir nouveau. Ce 12 juillet-là, la France frémit du mollet. Dans l'ascension du Puy-de-Dôme, à 2 étapes de l'arrivée du Tour de France, entre Jacques Anquetil, maître Jacques comme on le surnomme, et Raymond Poulidor dit Poupou, rien n'est encore joué. Brusquement, à 950 mètres du sommet, Anquetil craque. Poulidor l'a vu, et là, il fait appel à toute son énergie. Lui aussi, pourtant, ne pédale pas facilement. Et il continue, il prend 10 mètres, 20 mètres, puis 20 secondes, 30 secondes, et au sommet, ce sera 42 secondes d'écart entre Poulidor et Anquetil. Tout va se jouer à l'arrivée au Parc des Princes. Anquetil, c'est l'élégant, le surdoué, l'implacable. Il gagne tout. Mais voilà, s'il est admiré, il n'est pas aimé. Le chouchou, c'est Poulidor, l'éternel second.
La chose est injuste, il a souvent été troisième. Dans la dernière étape, Poupou a toutes ses chances devant un Anctil durement éprouvé par l'étape de montagne. Mais à 3 km de l'arrivée, Anctil a pris 3 petites secondes à un Poulidor porté par une France qui le veut enfin premier. Anctil gagne là son 5e Tour de France. Au classement général, il précède Poulidor de 55 secondes compte tenu des bonifications. Poulidor mérite néanmoins de félicitations très sincères de tout le monde. Poulidor devrait gagner un jour le Tour de France et pourquoi pas l'année prochaine. C'est ce que lui dira dans quelques instants Jacques Anquetil. Et non, il n'en gagnera jamais aucun. On commence par Vietnam ou par Khrouchtchev? Non, le salon de la radio, voyons. Je sais, le salon de la radio, mais enfin, après le salon de la radio, la séquence politique. Allez-y. Tu me rappelles, d'accord? Bon, allons-y, merci, attendez, merci Cocotte, au revoir. Non, Cocotte, c'est pas toi, c'est elle, merci. À la télévision, les années 60 sont les années censure. Elle vit sous le monopole d'État. Son statut est celui de la Gazette de France du temps de la monarchie. Insolence et impertinence pour un trône fou. M. Modibo Keïta déclare « Ma première réaction a été vive devant le texte de De Gaulle. » Là, c'est facile, tu mets « Ma première réaction a été vive De Gaulle » et puis c'est tout. Voilà, c'est ça. J'en ai une qui n'en finit pas, là. Pour l'avoir oublié, Pierre Tcharnia et les chansonniers de la boîte à sel préféreront interrompre leur émission plutôt que d'en discuter préalablement le contenu. Dans les services. La télévision est à la fois enjeu de pouvoir et instrument politique. L'information est délivrée sous le contrôle d'un sourcilleux ministre de l'Information, Alain Perfit, dont le bureau est situé l'étage au-dessus de celui du directeur général de la télévision. Pas du tout. Mais ce n'est pas son rôle. Son extraordinaire culot pour justifier la nomination d'un gaulliste orthodoxe à la tête du journal télévisé demeure un des moments succulents de la longue histoire de l'émancipation de l'information sur le petit écran. Dernière question, pourquoi le directeur général de la RTF, M. Bordaz, a-t-il choisi pour mener cette équipe Raymond Marcillac? Parce que Raymond Marcillac, à la tête des émissions sportives, a fait la preuve de ses qualités d'animateur et d'organisateur. La pratique du sport lui a donné la rapidité, le coup d'œil et aussi l'impartialité de l'arbitre. Il a pris l'habitude de retransmettre des matchs d'athlétisme et j'espère que le public sera content de le voir retransmettre le match de la vie. 1965 voit depuis Napoléon III la première campagne pour l'élection au suffrage direct du chef de l'État. Eh bien, voici que le monde entier regarde vers vous pour savoir. C'était évident. Le monde entier n'avait Dieu que pour nous. Ratifier ou effacer. Contre De Gaulle, 5 candidats sont en lice. Marcel Barbu, qui se qualifie de représentant des pauvres types. Marcy Lacy, sénateur et centriste. Tixier-Vignancourt, avocat d'extrême droite. Et le républicain Jean Le Canuet, perfidement baptisé Kennedyon par le très gaulliste François Mauriac. Enfin et surtout, l'opposant majeur, c'est François Mitterrand. Candidat unique de la gauche, même le Parti communiste s'est désisté en sa faveur. Mitterrand entame à ce moment sa longue marche vers l'Élysée. Au soir du premier tour, l'imprévisible s'est produit. De Gaulle est en ballottage. La campagne du second tour offre aux Français le duel inédit de 2 prétendants à la présidence de la République. Le candidat De Gaulle prend conscience qu'il doit plus s'impliquer dans le débat. Lui qui jusqu'à là parlait de l'Olympe, descend dans l'arène. 2 conceptions du pouvoir s'affrontent en propos pas vraiment mouchetés. Le choix fondamental est, le 19 décembre, entre le pouvoir personnel et la République des citoyens. Sur le pouvoir personnel, ce sont des expressions qu'on peut employer comme ça par démagogie, mais qui en réalité sont de mauvaise foi. Charles de Gaulle, 12 868 661, soit 55%. Il espérait mieux. Mais il y a un autre vainqueur, la télévision. Aucun pouvoir n'imaginera désormais de gouverner sans elle. La télécratie est définitivement entrée dans les mœurs politiques.
l'Académie de Stockholm. Si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il? Tout un homme, fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. L'ultime exclamation des mots sonne le glas de l'existentialisme et le reflux de la parole engagée au sens des années 50. Dieu merci, l'homme Sartre, lui, demeure dans le siècle. J'appelle ce livre anti-mémoire parce qu'il répond à une question que les mémoires ne se posent pas. Il ne répond pas à celle qu'il pose. On a écrit des pages et des pages sur la mémoire dans l'ensemble de Proust, en oubliant qu'essentiellement les passages de Proust ne sont pas du tout des passages de mémoire. Je parle ici de la mémoire et non pas de mémoire, ne sont pas des passages de souvenirs, puisque tous ces souvenirs sont des souvenirs faux. Et il s'y connaît en matière de faux souvenirs. Ni mémoire, ni confession, méditation, récit fictif, les antimémoires livrent les souvenirs d'un menteur inspiré, ou mensonge si beau, si indispensable qu'ils nous deviennent réalité. Il existe plusieurs manières d'écrire l'histoire. Celle des années 60 pourrait commencer par celle de 4 garçons fous de rock américains qui fourbissent leurs instruments dans une cave de Liverpool, Angleterre. Les 4 se baptisent Beatles. Ils inventent le rock anglais. Chansons souvent empreintes de dérision et musique aux harmoniques inédites électrisent les spectateurs des concerts, surtout les filles. En un rien de temps, leur pop musique conquiert le monde. Nous sommes plus célèbres que le Christ, constate John Lennon. Salut les 60s. Les années 60 sont les années anglaises. On traverse la Manche pour acheter à Carnaby Street des pantalons tuyaux de poil et des vestes sans col comme ceux des Beatles. La frange au ras du sourcil, on se coiffe comme eux. On vend posters, perruques, tasses, draps à leur effigie. À Londres, Mary Quant, une couturière, comble son ennui en raccourcissant chaque jour un peu plus le bas des robes. Elle joue tant et tant du ciseau qu'elle invente la mini-jupe, ou comment un vêtement devient un phénomène culturel. Petit, 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 tout est mini dans notre vie. Mini-moque et mini-jupe, mini-moche et mini-jupe. C'est beau. Je les fais monter l'escalier. On ne peut plus alors là. Non. Tiens, moi à côté d'elle, je serai le plus heureux du monde. Allez, les gens, ma copain. Regardez la vue. Qui n'a vécu ces moments où la rue révélait soudainement les cuisses des filles, où le collant ouvrait au regard des hommes tant de nouveaux horizons, ne saura jamais ce que l'époque contenait de promesses. Un mot de 6 lettres signifie un droit inédit pour les femmes. Avec la pilule contraceptive, la maîtrise par les femmes de leur sexualité et de leur fécondité va à jamais bouleverser la donne des rapports entre sexes. Subitement, tout semblait possible. Une brèche s'ouvrait où allait s'engouffrer toute une génération. Place à la fête des corps. Si le sexe n'était pas encore tout à fait libéré, mais ça viendrait vite, il n'était plus sur le moment ni honteux ni tabou. L'état des lieux de l'émancipation des femmes laisse toutefois apparaître des abîmes entre les classes supérieures et moyennes des villes et le monde rural et ouvrier. Le Parti communiste
pour qui la limitation des naissances était jusqu'à là un avatar de l'idéologie capitaliste, accepte la loi Neuwirth légalisant la contraception, mais du bout des lèvres. Bonjour. Vous avez eu combien d'enfants? 8. Vous en vouliez autant? Oh non, certainement pas. J'en ai jamais désiré. Hein. Et vous allez en avoir d'autres? J'espère bien que j'en aurai plus. Mais... Et qu'est-ce qu'elle vous a donné comme conseil, la sage-femme? Alors là, vous me faites rire. Dites-moi. C'est ton mari qui s'adressait. Hein. Elle vous a dit aussi, il faut pas vous négliger. Il faut me négliger. Pourquoi? Pour éloigner mon mari. Et alors? Je l'ai fait. Et alors? Ça ne l'éloigne pas, du tout. L'Église catholique, elle, demeure résolument hostile à la contraception, même si curés et fidèles essayent tant bien que mal de trouver des accommodements avec le ciel. Je suis catholique et je sais toute la peine qu'à l'Église à trouver les réponses qui sont, je fais confiance à l'Église, parce que je crois qu'elle a raison, mais je comprends très bien que pour tous les êtres, c'est un problème terrible. Ce n'est pas encore la liberté pour les femmes, mais un affranchissement. Elles hésitent maintenant devant le 3e enfant, aspirent à l'autonomie financière et postulent pour des emplois souvent dans le tertiaire, en plein développement. Vous êtes dessinatrice, qu'est-ce que vous faites exactement? Non, je suis ingénieure. Mais c'est un métier d'homme, ingénieur. Plus maintenant, puisqu'il y a une bonne proportion de femmes qui l'exercent. Mais en tout cas, c'est un travail très absorbant. Est-ce que c'est compatible avec votre vie de famille? Vous êtes mariée, je crois. Oui, je suis mariée, j'ai un enfant. C'est compatible, oui. Pardon, monsieur. Bonjour, je madame. voudrais ouvrir un compte en banque. Que faut-il que je fasse? Bien, madame, il faudrait que vous nous présentiez une carte d'identité et une autorisation maritale. C'est seulement au milieu des années 60 qu'elles peuvent se passer de l'autorisation du mari pour ouvrir un compte en banque et exercer une activité professionnelle. Elles n'en sont pas encore à jeter leur soutien-gorge par-dessus les moulins, mais la première génération pilule commence à remettre en cause les pratiques et les habitudes séculaires conjugales, maritales, familiales. Le mari et le père prennent leur premier sérieux coup de vieux. Ce n'est qu'un début. C'est un problème, c'est même un drame quand un mari n'aime plus sa femme. Je ne connais qu'une solution, chérie, divorçons. Millions de Chinois, et moi, avec ma vie, mon petit chez moi, mon mal de tête, mon point au foie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. Depuis le 25 septembre 1967, on est désormais 50 millions de Français. 50 millions de consommateurs pour bientôt 1000 grandes surfaces réparties dans toute la France. Depuis Sainte-Geneviève-des-Bois, il s'en est ouverte une par jour ouvrable. La consommation devient à la fois principe et finalité. Le bonheur ne peut désormais se concevoir sans un canapé, comme le constate Georges Perec dans son roman « Les choses ». Il y a désormais entre les choses du monde moderne et le bonheur un rapport obligé. Moi, je n'aime pas le raisin. Il est trop vert. Jean-Christophe Averti. Jean-Loup Dabadi. Et Dirk Sanders présente. Dans une France qui s'ébroue, un magazine télévisé, Les Raisins Verts, d'un réalisateur fou et poète, Jean-Christophe Averti, défraye en noir et blanc la chronique des chaisières. Il invente des acrobaties visuelles d'autant plus remarquables que les moyens techniques sont réduits.
Il cultive l'irrespect, passe à la moulinette des bébés en celluloïd, moque la religion, la publicité et les bonnes mœurs. À l'automne 67, ce quatuor de Guéluron s'apprête à lancer sur la seconde chaîne la première émission en couleur de l'histoire de la télévision française. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. Et illustrée par un métaphorique saut dans le vide. Allô, allô. Pour la couleur, c'était au point. Question transmission, pouvait mieux faire. Dubourg, nous vous entendons. Et l'image que nous voyons est une image tout à fait extraordinaire. Hippie, un phénomène social aux États-Unis, une mode en France. Voici le portrait robot de deux hippies mâles et femelles par Peter Foldès. Un autre magazine télévisé s'impose en s'inventant au jour le jour. Dim Dam Dom se distingue par une approche en rupture avec le tout venant, proposée à des téléspectateurs captifs. Hippie Vient de hip, hanche en anglais. To be hip. Dim parce qu'il est diffusé le dimanche. Dame parce qu'il s'adresse principalement aux femmes. Dom parce que ce serait dommage que les hommes n'en profitent pas. À Dim Dam Dom, l'image prime le commentaire. On cultive la surprise, le décalage, on joue du contre-pied, du composite, on jongle entre l'invention et l'insolite. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des Shabam, pow, blanc, wouh, shabam, pow, blanc, wouh. La dépêche était tombée texto de l'agence Chine Nouvelle. Notre grand timonier Mao Tse-tung a nagé 65 minutes dans le Yangtze-Kiang. La bonne nouvelle s'était aussitôt répandue. Rude coup porté au capitalisme. L'Orient était rouge jusqu'au quartier latin. Rouge aussi le petit livre qui rassemblait la pensée Mao Tse-tung et se vendait par brassée chez Maspero. On a beaucoup parlé de la Chine, on a beaucoup parlé évidemment de la révolution culturelle et du rôle du petit livre rouge dans la révolution culturelle. Alors il y a des gens qui veulent voir. Il y a des... Bon, on a vu des jeunes, très jeunes enfants qui venaient, leur maman leur offrait un livre rouge, comme ça pour qu'ils le lisent. C'est moi que je suis pour Mao contre Liu Shaoxi. J'ai mon bréviaire de révolutionnaire. Dans tous les bouges, moi je bois des cartes rouges. Le quart rouge, c'est la boisson du quart rouge. Bombardements massifs, défoliants, napalm, bombes à billes et à fragmentation, mines larguées par millions des B-52. Il y a le feu au Vietnam où les USA conduisent une guerre apocalyptique. Au plus fort du conflit, plus de 500 000 GI sont engagés dans ces opérations. Les pertes dans leur rang, la médiatisation de scènes de combat bouleverse l'opinion publique, surtout la jeunesse. Sur les campus des pays occidentaux, la contestation du conflit radicalise et politise les étudiants. Dylan et le Protest Song expriment un refus qui ricoche en France et dont s'empare Hugo Frey. Soyez accourés, braves gens, l'eau commence à monter, soyez plus clairvoyants, admettez que bientôt vous serez submergés. Et que si vous valez la peine d'être sauvé, il est temps maintenant d'apprendre à nager, car le monde et les temps changent. Le monde et les temps changent.
Les valeurs traditionnelles centrées sur la stabilité, la famille et le travail commencent à être dépassées. C'est la génération refus du « consomme et tais-toi ». J'évite au maximum de travailler. Pourquoi tu n'aimes pas travailler en fait? Non, je n'aime pas ça. Je refuse de donner 8 heures de ma vie par jour pour pouvoir vivre 2 heures et un week-end. Mais comment emploies-tu ces 8 heures par jour alors? Je te dis à vivre, enfin quoi. Le travail obligatoire n'a pas toujours existé. Je vis, j'écoute mes amis qui jouent de la musique, je peins, je me promène, je regarde la nature, je discute avec les amis, j'établis des contacts. La guerre du Vietnam inspire la création de Comité Vietnam. Il regroupe une jeunesse principalement étudiante qui incline en faveur de la Chine dans le conflit idéologique qui l'oppose à Moscou. Cette jeunesse s'inscrit en rupture avec les partis de gauche, surtout le Parti communiste, qui emprunte à Lénine pour la discréditer le terme de gauchiste. Les comités Vietnam portent en germe la contestation radicale qui va bientôt bouleverser le pays. On le sait, tous les hommes rêvent, mais pas de la même façon. Entre le rêve libertaire de cette génération et les rêves de grandeur d'un De Gaulle, le carambolage était inéluctable. Les rêveurs de jour comme de nuit sont toujours dangereux. Portons donc en terre les diables qui nous ont tourmentés pendant l'année qui se termine. Diable. Il avait dû s'en passer des choses cette année 68 pour que le chef de l'État évoque les diables. Contre l'annexion du surréalisme par les stalino-chrétiens, demandez rupture. Contre la poésie aragonesque, demandez rupture. Les diableries avaient commencé à la résidence universitaire de la faculté des lettres de Nanterre. Règlement intérieur contesté, cours interrompu, examen perturbé, groupuscules qui s'affrontent au pied de la faculté. Le 22 mars, Nanterre est occupée. Comme toujours, lorsque progresse l'union des forces ouvrières et démocratiques, les groupuscules gauchistes s'agitent dans tous les milieux. Malgré leurs contradictions, ces groupuscules, quelques centaines d'étudiants, se sont unifiés dans ce qu'ils appellent le mouvement du 22 mars, Nanterre, dirigé par l'anarchiste allemand et juif, et qui se prend pour Karl Marx, Cohn-Bendit, le bien nommé. Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que, de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Politiquement, il faut exactement savoir ce que maintenant nous allons faire, car la situation est nouvelle. Arrêtez, ce truc, enfin! Arrêtez, écoutez-moi! Allez, en prison, non, écoutez, laissez-le! Le quartier latin s'enflamme. Des barricades sortent des trottoirs. Les yéyés, présumés politiquement assoupis, prennent le mort aux dents. Les copains sont devenus camarades. Décryptage vu d'en face. À travers les étudiants, c'est le problème même de la jeunesse qui est posé, de sa place dans la société. La discipline a, en grande partie, disparu. L'évolution des mœurs a transformé les rapports entre parents et enfants. La famille est souvent dissoute. La patrie, discutée, souvent niée. Dieu est mort pour beaucoup. Pour le moins, il est en réparation. Mais place à la parole. Elle est exubérante et inventive. Elle est à tous, enfin, surtout aux mecs. Il faut que les mecs étendent le service d'ordre. Nous montrons à quoi ils sont plus forts que nous. Elle est partout, dans les théâtres, dans les usines, dans la rue surtout.
Une idée, on ne peut pas l'arrêter. Ils avaient des idées aussi. Dans le temps, pas bonnes, mais dans le temps, on a voulu arrêter les chrétiens, ça a été pareil, monsieur, on les a donnés aux autres, et ça a été la même chose. Une idée, on ne peut pas l'arrêter, monsieur. L'évolution, elle est en marche. Les murs exigent. Soyez réalistes, demandez l'impossible. L'injonction fleurit. Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. Le pouvoir flotte. Monsieur le Premier ministre, le président de la République s'adressera-t-il aujourd'hui à la nation? Je ne pense pas, n'est-ce pas, mais si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Sur la revendication étudiante se greffe une revendication sociale. La France est paralysée par le plus vaste mouvement de grève de son histoire. Un ouvrier sur deux y participe. Le Parti communiste et la CGT se découvrent les alliés objectifs du gouvernement. Lors des négociations de Grenelle, le pouvoir lâche suffisamment pour casser la dynamique de solidarité entre le quartier latin où on brûle des voitures et Billancourt qui exige un meilleur salaire pour s'en acheter une. Mitterrand, qui a humé la bête blessée, réclame la constitution d'un gouvernement provisoire. De Gaulle disparaît. Il est allé auprès de Massu chercher le soutien de l'armée. Quand il réapparaît, les bien-pensants évacuent leur grande peur en descendant les Champs-Élysées. L'opinion jusqu'à-là attentiste ou acquise aux contestataires se retourne. Un raz-de-marée envoie une majorité gaulliste à l'Assemblée nationale. Le printemps est rentré dans les rangs. La nef des fous est remisée à quai. Carmagnole sans canon. Saïra sans pendu aux lanternes. Mai 68 est définitivement devenu inoubliable. Mais, Paris, mais